Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. On démarre avec lundi matin, Guillaume Larrivé, le député de Lyon et secrétaire général délégué du parti Les Républicains, était sur notre plateau. En réaction aux violences du samedi 1er décembre, il a appelé les responsables politiques à garder leur sang-froid et s'est déclaré défavorable au rétablissement de l'état d'urgence. On l'écoute. Moi, je suis très préoccupé par la dégradation de la paix civile, très préoccupé par les violences, très préoccupé par ce climat d'extrême tension sociale et politique qui a été créé au fil des mois par la présidence très brutale et très brouillonne d'Emmanuel Macron. Maintenant, l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est d'abord de garder notre sang-froid. L'urgence, c'est de trouver des réponses à cette crise dans le cadre des institutions de la République. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre s'agissant de l'ordre public, mais remettre de l'ordre aussi dans le débat public, dans le débat politique. Et donc très concrètement, ce que je voudrais dire ce matin à votre antenne, c'est que la première urgence, me semble-t-il, c'est au Parlement de modifier la loi de finances pour 2019 pour redonner un ballon d'oxygène aux Français et au territoire. Très concrètement, le Sénat, nous sommes ici au Sénat, la majorité, les Républicains du Sénat, a voté une annulation des hausses de taxes. Il est impératif que les députés de la majorité à l'Assemblée nationale, dans quelques jours, confirment ce vote du Sénat et corrigent la trajectoire fiscale. Je ne dis pas que ce sera suffisant, mais ça me semble être la première mesure d'urgence. Il faut, dans les jours qui viennent, que l'Assemblée nationale annule les hausses de taxes qui ont été proposées par Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron s'entête, si le président de la République demande aux députés En Marche de rester sourds aux préoccupations des Français, alors on ira, je le crains, vers une aggravation de la crise. Et alors, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est de redonner directement la parole au peuple français, sans doute, de mon point de vue, comme la Constitution le permet, l'article 11, sans doute par un référendum. Pas de dissolution, vous ne la demandez pas, on l'a compris. Est-ce que la motion de censure que demandent les communistes, la France insoumise, est-ce que ça, vous pourriez la voter? Je considère qu'il ne faut pas s'agiter. Il ne s'agit pas de se faire plaisir en agitant des leviers, il s'agit d'essayer de trouver raisonnablement des solutions. Première solution, arrêter les hausses d'impôts. Deuxième solution dans la durée, bien sûr, mieux écouter les Français et réconcilier la France. Il faut réconcilier notre pays. Les questions de sécurité, Guillaume Larrivé. Vous jugez que le dispositif en place ce week-end, samedi à Paris, était suffisant? Vous le critiquez? Le dispositif d'ordre public a manifestement été dépassé. Ce matin, j'ai évidemment une pensée pour les militaires de la gendarmerie et pour les fonctionnaires de la police nationale qui ont été durement éprouvés. Mais je veux aussi que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer. Il le fait demain au Sénat. Il doit le faire évidemment devant l'Assemblée nationale. Il n'a pas été à la hauteur pour vous, le ministre de l'Intérieur, samedi? Je constate que ces désordres auraient probablement dû être gérés autrement. Comment on évite un nouveau samedi soir à Paris? On fait l'état d'urgence, on interdit les Champs-Élysées, on interdit de manifester. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'urgence, elle est de modifier la politique fiscale conduite par le gouvernement. Vous pensez que ça suffira à les calmer? Je n'ai pas de certitude s'agissant de la manière de calmer, comme vous dites. En tout cas, j'ai une autre certitude, c'est que si le gouvernement et le président de la République et l'Assemblée nationale s'entêtent à ne rien bouger sur rien, alors nous allons vers de très graves désordres. Parce qu'il faut changer de cap lorsqu'on est dans une tempête. J'ai entendu plusieurs fois Édouard Philippe dire « faut pas changer de cap, faut pas changer de cap ». C'est une erreur, ça, de marteler ce message? Non, mais c'est surtout, pardon, mais c'est stupide. Voilà. Lorsqu'on va dans le mur, eh bien, on change de cap. Lorsqu'on est dans une tempête, on ne garde pas exactement le même cap. Lundi également, Hugues Rançon, député de La République En Marche de Paris, a quant à lui indiqué qu'il n'était pas partisan de l'interdiction des manifestations, mais a appelé chacun à prendre ses responsabilités. Alors justement, à votre place, il y a 5 minutes, Guillaume Larrivé, député LR, disait c'est simple, pour arrêter, il faut un moratoire sur ces taxes sur les carburants. Êtes-vous prêt à le suivre? Il y a des députés de votre camp qui le demandent aussi. Vous savez, alors, je vais déjà répondre directement à votre question. Je ne suis pas favorable au moratoire sur les taxes pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons
sur ce sujet-là une obligation de résultat et nous devons avancer. On est aujourd'hui dans le début de la COP24 à Katowice. Il y a quelques années, nous étions tous en train de célébrer l'accord de Paris, la COP21 et les engagements très fermes que nous avions pour, en réalité, sauver de la planète. Et je ne crois pas, en réalité, qu'un moratoire... Il faut dire aussi aux Français ce que c'est, un moratoire. Un moratoire, c'est une suspension. C'est-à-dire qu'on va dire, pendant 2 mois, on met ça pendant 2 mois de côté, mais on revient dessus dans 2 mois. Je ne suis pas complètement sûr que ça atténue aujourd'hui la colère ou la grogne. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'en sortir et d'en sortir par le haut. Ça veut dire apporter une réponse politique. Une réponse politique, ça intervient avec plusieurs leviers, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce qui est fait aujourd'hui avec le Premier ministre qui va renouer le dialogue avec les organisations politiques et les responsables politiques légitimes dans une démocratie représentative. Alors justement, on apprend à l'instant que Jean-Luc Mélenchon n'ira pas rencontrer Édouard Philippe, qu'il envoie une délégation de la France Insoumise. Est-ce que vous le regrettez? C'est dire toute la considération que Jean-Luc Mélenchon porte réellement à ce mouvement. Vous avez des responsables politiques aujourd'hui qui sont irresponsables, qui attisent les haines, qui soufflent sur les braises. Il y a une forme d'alliance de fait entre l'extrême droite et l'extrême gauche qui veulent semer le chaos. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à ce qu'on puisse utiliser le dialogue social, à ce qu'on puisse rentrer dans un cycle de négociation, de discussion, avec des corps constitués, organisés, représentatifs. C'est ce que j'ai appelé des états généraux pour la cohésion sociale. On n'a pas voulu de Laurent Berger la semaine dernière. Alors, je me permets d'exprimer ce qui est ma conviction. Et vous mettrez ensuite mes convictions en face de ce qui est mené par l'exécutif. Ma conviction, c'est qu'il faut passer par le dialogue social. On est obligé de rentrer dans ce cycle de négociation. Et dans le climat actuel, il est possible ce dialogue social ? Parce que je crois précisément, et vous le dites à très juste titre, que dans le climat actuel, il est indispensable de pouvoir tendre la main, de pouvoir apaiser et de pouvoir recréer les conditions de la discussion pour traiter de sujets très concrets et apporter aux Français des réponses très concrètes dans le domaine de la fiscalité, du pouvoir d'achat, dans le domaine évidemment de l'écologie, de la précarité et des solidarités, dans le domaine aussi de la citoyenneté, parce que nous vivons aujourd'hui, je le crois, une crise démocratique et qu'il faudra aussi apporter des réponses sur ce domaine-là de la crise démocratique. Le gouvernement n'a-t-il pas été trop droit dans ses bottes en fermant la porte à Laurent Berger au syndicat la semaine dernière, en n'allant pas trop sur le terrain voir les Gilets jaunes? Est-ce qu'il ne faut pas changer d'attitude? Est-ce qu'il ne faut pas envoyer des symboles forts, genre la hausse du SMIC, revenir sur la réforme de l'ISF? Vous avez des réponses qui sont aujourd'hui réfléchies par des parlementaires. Beaucoup de parlementaires de la majorité cogitent aujourd'hui et depuis plusieurs mois sur ce que nous pourrions apporter comme mesures complémentaires. Évidemment, il faut maintenir cap, mais on peut moduler le tempo, on peut moduler le rythme. J'ai moi-même, au mois de juillet dernier, avec Guillaume Chiche et Mathieu Orphelin, parce que nous voyions les choses monter, travailler à une prime mobilité travail, qui serait une prime attribuée de manière exceptionnelle et transitoire aux travailleurs qui sont obligés de prendre leur véhicule lorsqu'ils travaillent et qu'ils sont en situation, en tout cas dans des zones peu denses, des zones périurbaines ou des zones rurales. Vous savez, une majorité parlementaire très forte. Elle doit pouvoir agir dans les deux sens. Elle doit évidemment voter les lois qui permettent au programme sur lequel nous avons été élus de rentrer en application. Et ça, c'est une nouveauté. Vous avez une majorité qui veut strictement et de manière intransigeante appliquer le programme pour lequel il a été élu. Mais une majorité, ce sont aussi des élus de terrain. Et moi, je salue tous les députés de la majorité qui sont présents sur le terrain et qui font remonter, bien sûr, mais toujours, je me repose la question, à la fois de terrain des ressentis par l'exécutif et des contributions. Je crois que nous pouvons, dans ce domaine-là, nous améliorer. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, était notre invité mardi matin. Ce dernier a estimé que l'annonce d'Édouard Philippe sur la hausse de la taxe sur les carburants était insuffisante et qu'il espérait que moratoire signifiait annulation de la hausse. On l'écoute. On apprend à l'instant via l'AFP qu'Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Est-ce que ce moratoire, vous dites quand même, c'est un premier pas? Ça peut calmer les choses. C'est insuffisant. C'est absolument insuffisant. J'espère que ce moratoire, en réalité, est une annulation qui ne veut pas dire son nom. Si c'est une question de sémantique, si c'est une question de vocabulaire, je veux bien l'entendre. Mais si c'est au vrai sens du mot, c'est-à-dire simplement des délais avant que la hausse de taxes ne s'applique, ça n'est pas à la hauteur. Ça ne calmera rien. Vous savez que les Français ne savent pas. Là aussi, c'est un problème de démocratie, cette trajectoire de la fiscalité verte. Mais ce qui est prévu pour le moment, c'est un triplement par rapport à la hausse de 2018. C'est un triplement pour les carburants d'ici 2022. Vous imaginez ça, quand les Français l'apprendront,
concrètement, verront les applications avec une cuve de fioul de capacité moyenne qui, en 2022, coûtera 530 € de plus, avec le diesel, l'essence, etc., avec le gaz. On ne parle pas du gaz. C'est 172% d'augmentation qui sont prévus. Est-ce que les Français pourront l'entendre? Non, j'espère que le Premier ministre, dans sa bouche, moratoire veut dire annulation de la hausse prévue en 2019. Alors, vous dites que ce n'est pas suffisant, ça ne répond pas à la colère. Qu'est-ce que vous attendez de plus comme geste de la part d'Édouard Philippe aujourd'hui? Les choses sont simples. J'attends que Édouard Philippe écoute ce que le Sénat a fait dans sa sagesse, puisqu'il y a déjà 1 an, nous avons dénoncé. Donc, on annule. Vous avez l'air de gommer le rôle du Premier ministre. Bah écoutez, je ne veux pas faire porter sur les épaules d'Édouard Philippe plus qu'il faut lui en faire porter. Mais bon, il a cette raideur un peu jupéiste, évidemment, qui ne facilite pas le dialogue. Trop. Il a été trop droit dans ses bottes pendant cette crise. Jupéiste. Je trouve que le président de la République, qui a tendance à être un petit peu raide, devrait s'accommoder d'un Premier ministre à l'échine un peu plus souple, vous voyez. Audition de Christophe Castaner au Sénat cet après-midi. Est-ce que le Sénat sera plus offensif que ne l'a été l'Assemblée nationale? Le ministre de l'Intérieur était hier à l'Assemblée nationale. Vous attendez quoi de cette audition? Ce que je crois, c'est que le Sénat travaille sérieusement et on s'attachera à regarder ce qui n'a pas fonctionné. Parce que, franchement, il y a eu un énorme problème. On ne peut pas, et moi je l'ai vu naître à Nantes, il y a 3 ans, avec les zadistes. À 3 reprises, Nantes, puis Rennes, les centres-villes, ont été saccagés. Les mêmes modes opératoires. C'est pour ça que j'avais proposé au Sénat, on l'a adopté, une proposition de loi anti-Black Blocs. Moi, je pense qu'il faut casser les casseurs. Elle a été rejetée par le gouvernement. Alors, vous avez raison, le gouvernement m'a répondu pour l'instant en disant mais on va faire un groupe de travail. Les groupes de travail, les groupes de parole. C'est ce qu'a redit Laurent Nunez hier à l'Assemblée nationale. Pas beaucoup. Alors, justement, il a dit que certaines de vos propositions étaient quand même intéressantes et qu'il allait travailler dessus. Je voudrais expliquer les choses. C'est qu'on a des interpellations par centaines et on a des suites judiciaires très décevantes. Pourquoi? Sauf pour les pauvres gilets jaunes qui se sont fait prendre et qui ne sont pas les vrais casseurs. Eh bien, parce que ces gens-là maintenant se masquent, se cagoulent, et on ne parvient pas à relier l'identité à la commission de l'infraction du délit. Eh bien, nous avons fait, dans ce texte de loi, le fait de venir dans un groupe qui commet des violences et d'être masqué, eh bien, nous en faisons non plus une infraction, mais un délit puni d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Dans vos propositions, il y a aussi périmètre autour des manifestations avec des fouilles. C'est bien ce qui a été fait samedi. Non, mais on a un volet préventif et un volet répressif. Le volet préventif, il y a cette possibilité-là. Voilà. Seulement, il ne faut pas bloquer tout le monde. Et on aurait pu élargir les fouilles. C'est ça qui a posé problème. Les gens ne voulaient pas montrer leur carte d'identité. Et on crée, comme les hooligans, un fichier où on peut interdire des hooligans violents de stade. Eh bien, nous, on propose que quand une fois quelqu'un s'est fait prendre, eh bien, il puisse y avoir une interdiction à ce qu'il manifeste, sinon il sera sanctionné sévèrement. Mercredi, nous recevions Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Interrogé sur le climat de tension actuel, il a rappelé qu'il était important que l'opposition soit responsable et n'a pas hésité à s'en prendre à Nicolas Dupont-Aignan, le qualifiant non pas de pompier pyromane, mais de pyromane tout court. Aujourd'hui, l'opposition est responsable dans la crise actuelle? En tout cas, je vois un certain nombre de responsables, entre guillemets, politiques. Le entre guillemets porte sur responsable. Si on dit pompier pyromane, c'est même pas pompier pyromane, c'est pyromane tout court. C'est-à-dire un certain nombre de gens qui... Pensez à qui? Non, mais j'ai entendu M. Dupont-Aignan en particulier... Claquer la porte des Oui, enfin, c'est même pas claquer la porte, c'est se mettre en scène lui-même comme si c'était sa personne qui comptait, son destin politique qui comptait. Moi, je pense que c'est le destin de la France qui compte dans les épisodes que nous vivons, la capacité que nous avons, parce que c'est aussi ça qu'on paye, à réformer le pays, à ce que ça soit compris par les Français au sens qu'ils le comprennent comme quelque chose qui soit juste et qui amène un progrès à terme. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin de gens dans la majorité, évidemment, parce que nous sommes en situation de gouverner, mais aussi dans l'opposition, de gens qui disent « Ok, on pose des choses sur la table, on se met à travailler, on essaie de trouver des solutions. » Pour parler concrètement de ce qui va se passer au Parlement, le Sénat a voté le gel de cette hausse. Donc à l'heure où on se parle, elle n'existe plus. Le Premier ministre hier a annoncé un moratoire et non une suppression. Est-ce que la semaine prochaine, lors du retour du budget à l'Assemblée, le gouvernement va rétablir la hausse dans le budget? On a 2 véhicules législatifs, ça ne vous aura pas échappé. Il y a le PLF. Le Premier ministre a annoncé hier que les évolutions de PLF, dans le PLF se feraient sans augmentation d'impôts, donc c'est clair. Après, on a un projet de loi de finances rectificative
au mois de mars-avril, puisqu'on a un projet de loi sur les finances des collectivités locales, mais c'est un projet de loi de finances rectificative. Et donc, les ajustements de projet de loi se feront à ce moment-là. Donc, clairement, pas de rétablissement de la hausse la semaine prochaine. Le Premier ministre vient d'annoncer qu'il suspendait la hausse. On va pas, notre parole, elle est crédible. Et si on veut être crédible devant les Français, c'est pas pour rétablir la hausse. Après, il y a des questions budgétaires qui vont être posées au printemps, parce qu'évidemment, cette mesure, elle a des conséquences budgétaires, et dans l'intervalle, il faut aussi en tirer les conséquences. Mais là aussi, on aura besoin de responsables qui diront qu'est-ce qu'on peut faire en plus, et puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire en moins, parce que j'ai entendu à l'Assemblée nationale en particulier hier, un certain nombre de gens qui font fleurir un certain nombre de propositions. Je vois beaucoup de dépenses, je vois pas beaucoup de recettes, et il n'est pas question pour nous d'augmenter les impôts. Christophe Castaner était auditionné hier au Sénat. Il a appelé les Gilets jaunes raisonnables à ne pas manifester samedi. Est-ce que vous estimez qu'il y a des risques? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre samedi prochain est-ce qu'il y a une escalade possible? Il y a évidemment une escalade possible, parce qu'on voit bien que... Une escalade jusqu'où? Est-ce que clairement vous redoutez des morts samedi prochain? Mais forcément, quand on est dans une escalade comme celle à laquelle on a assisté samedi, où il y a quand même des gens qui n'avaient qu'une volonté, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé avec justesse, des gens qui voulaient la mort de policiers ou de gendarmes. Voilà. Moi, je fais pas, comment dirais-je, je dis pas que tous les gilets jaunes sont comme ça, je l'ai jamais dit depuis le début de ce mouvement. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de la radicalisation, et cette radicalisation, il faut lutter contre cette radicalisation par les moyens que donne l'État. Et par ailleurs, les responsables politiques, ils doivent aussi avoir des paroles, ce que j'essaie d'avoir devant vous ce matin, des paroles apaisantes, et puis des paroles aussi de qu'est-ce que c'est que l'État de droit. Est-ce que le gouvernement est encore en capacité de mener des réformes? Mais évidemment que le gouvernement est en capacité de mener des réformes, parce qu'il est en situation... D'abord de gouverner, qu'on a reçu un mandat des Français. Le mandat des Français, c'était de transformer le pays pour que ça aille mieux. Et c'est ça qui nous rappelle aussi, d'une certaine façon dans la rue, l'exigence, c'était une exigence de transformation profonde, et en même temps une exigence de meilleure vie pour eux. Et c'est à ça qu'il faut être au rendez-vous. Mais après concrètement, que le gouvernement rien ne changera. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Le calendrier parlementaire de la rentrée ne change pas. La réforme des retraites, vous êtes en capacité de la mener. On va regarder le calendrier. Je l'avais déjà exposé devant vous il y a très peu de temps, autant que je me souvienne. La réforme des retraites était plutôt prévue sur le deuxième semestre, puisqu'il y a une grande phase de concertation. Il faut une réforme des retraites. Jeudi, à 48 heures de la nouvelle mobilisation parisienne des Gilets jaunes, c'est Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui était notre invité. Il a confirmé appeler à manifester samedi à Paris, mais a précisé refuser évidemment toute violence. On l'écoute. Voilà, Emmanuel Macron annule la hausse des taxes et corrige le Premier ministre Édouard Philippe. On le sait, ça fait l'objet d'ailleurs d'un papier dans le Figaro de Marcelo Westphal et d'Arthur Berda ce matin. Estimez-vous que le Premier ministre est désavoué et selon vous, doit-il en tirer des conclusions? Peut-être démissionner? Il y a beaucoup de personnages importants qui sont désavoués. Parce que ce que nous vivons, selon moi, est un moment très important qui s'inscrit dans les grands moments de l'histoire du pays. C'est quelque chose d'extrêmement profond, par la forme, par le fond. Il y a une colère contre la vie chère qui est là, qui est extrêmement large, qui a un soutien aussi très très profond, vous l'avez dit plusieurs fois, avec, on va dire, 75-80% de la population qui reste peu ou prou en soutien à ces gilets jaunes, et une représentation nationale, 75 à 80% des députés qui sont contre les gilets jaunes. Et la question, c'est de savoir si Édouard Philippe peut rester Premier ministre. Je pense qu'il est très affaibli, mais quand bien même, après tout ça, c'est quand bien même le président de la République qui a le pouvoir souhaiterait se séparer d'Édouard Philippe pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, de ce que je vois sur ces ronds-points, de ce que disent aujourd'hui les gilets jaunes, c'est la personne elle-même du président de la République, Emmanuel Macron, qui est visé. Et attention à utiliser le fusible trop rapidement, ça remonte encore plus rapidement auprès du président de la République. Donc on voit bien, parce que moi, on va peut-être en parler, ce que je vois, c'est qu'il y a même une contestation. Premièrement, il y a un refus du consentement à l'autorité dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Il y a une critique de nos institutions extrêmement forte. Les gens veulent retrouver une dignité civique, veulent être des citoyens qui ont des pouvoirs nouveaux, et c'est des institutions elles-mêmes. On voit bien qu'ils sont questionnés. J'entends, on veut supprimer le Sénat, pardon pour cette vénérable maison. Les gens veulent des référendums révocatoires. Moi, je suis plutôt pour, etc. Quand vous voyez le niveau de violence à l'encontre, effectivement, du président de la République, il y a même des appels au meurtre contre des parlementaires. On a retrouvé même des armes. Des appels au meurtre? Oui. Est-ce que le gouvernement demande aux partis politiques de lancer des appels au calme? Est-ce que vous dites à vos partisans modération samedi?
Moi, j'appelle à manifester samedi. Est-ce que vous condamnez la violence et vous dites attention? Bien sûr, évidemment qu'il ne faut pas. De toute façon, la violence, il ne la faut pas, premièrement, parce que la violence, c'est quelque chose que je désapprouve fondamentalement. Et deuxièmement, y compris, j'ai envie de dire, tactiquement, par rapport à ce mouvement important, ce serait une stupidité, parce que ça peut se retourner contre ce qui fait sens à cette manifestation. Donc vous appelez au calme? Mais bien sûr, j'ai toujours appelé avec mes amis à ce que ce soit des grandes démonstrations de force populaire qui portent en elles-mêmes une critique contre la vie chère, pour une augmentation notamment du SMIC, pour une réforme fiscale, pour de la justice fiscale, avec notamment, vous le savez, ce rétablissement de l'ISF, une critique contre le CICE, toute une série de choses qui sont portées par les Gilets jaunes, et certainement pas de s'en prendre soit aux forces de l'ordre ou de casser je ne sais trop quel monument national. Il y a quand même une volonté de renverser le gouvernement dans la rue. Est-ce que vous vous y associez? Moi, je pense qu'il serait bon, effectivement, qu'il y ait un changement politique. Par la rue, dans la rue? Je suis en train de vous dire, on va se comprendre bien, que cette mobilisation puisse amener à ce qu'on en revienne aux urnes. Ça me semblerait une manière démocratique et pacifique de trancher ce grand moment de blocage. Et on en revient à une question fondamentale, pour moi qui aime l'histoire comme vous, qui est le souverain? C'est la question qui traverse ce pays. Le monarque ou le peuple? Voilà. Soit vous avez M. Macron et ses amis qui répètent « j'ai été élu il y a 18 mois, rentrez à la maison, j'ai été élu il y a 18 mois », soit vous avez un peuple qui dit « nous, on est mobilisés et on n'accepte plus cette politique ». Comment on dénoue ça? Moi qui ne veux pas la violence, nécessairement un retour aux urnes. Moi, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Je vois là-dedans des choses qui sont intéressantes, des choses que je n'approuve pas. Je vois surtout quelque chose qui annonce, selon moi, déjà ce qu'on avait déjà vu dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire une mise à distance très forte des partis traditionnels, des syndicats, une colère contre tout ce qui représente le pouvoir. D'ailleurs, les syndicats se réunissent tous aujourd'hui pour la première fois au siège de la CFDT. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans ce mouvement? On verra. Moi, je n'aime pas critiquer les syndicats, mais je pense qu'ils ont perdu la main dans un premier temps. Ils auraient dû comprendre que c'était important et que cette mobilisation de milieux populaires, ils avaient toute leur place. Comme ils l'ont, pour certains, ils ont même eu la maladresse de les critiquer un petit peu. C'est un peu dommage aujourd'hui. Mais c'est à l'image de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que, vous savez, ce dégagisme dont on avait parlé pendant l'élection présidentielle, cette mise à distance, j'étais en train d'écrire des partis traditionnels, etc., elle touche tout le monde. Vous avez annoncé que vous alliez déposer une motion de censure avec les socialistes contre le gouvernement. Est-ce que vous allez la déposer vraiment et quand? Ça va sans doute, au vu du calendrier, il faut 48 heures, je crois. Bon, ça va, si elle est déposée d'ici la fin de semaine, le débat aura sans doute lieu la semaine prochaine. Et avec les socialistes? Alors, je suis heureux de voir que dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas, dans cette mobilisation, il y a plein de gens qui évoluent. C'est le retour de l'union de la gauche, ça? Non, pas du tout, parce qu'on la votera avec qui le veut d'ailleurs. Pour tout vous dire, à l'heure où nous parlons, certains de mes amis sont en train de rencontrer des responsables des différents groupes, justement pour voir un peu le texte et comment il est ficelé. C'est-à-dire le PC, le PS? Oui. Enfin, vendredi, c'est la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Frédéric Wargon, qui était notre invité, interrogée sur le maintien de la marche pour le climat en parallèle de la mobilisation des Gilets jaunes. Elle a indiqué comprendre l'urgence climatique, mais précisé que le jour n'était peut-être pas bon pour des raisons de sécurité. Une manifestation demain, c'est probablement pas le bon jour pour tenir une manifestation, alors qu'on essaye de ramener le calme dans la capitale et que ce sera difficile de sécuriser une manifestation, même sur ce sujet-là. Je vais vous parler de Nicolas Hulot, qui a dit qu'il était courageux de reculer sur la taxe carbone. Il a ajouté également que la grande manifestation pour le climat devait être reportée. Ma question est simple, est-ce que vous reconnaissez le ministre qui menait tous les combats sans concession pour l'écologie, pour toutes ces questions, et qui maintenant qu'il est à l'extérieur se veut plus modéré? Vous reconnaissez Nicolas Hulot ou pas? Être pour ou contre la taxe, ça ne résume pas un engagement pour la transition écologique. Je continue à penser, et je pense que tout le monde serait d'accord, que Nicolas Hulot est vraiment engagé pour la transition écologique. Simplement, la taxe, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. On s'est peut-être dit, c'est important de donner un signal prix, mais donner un signal prix à des gens qui ne peuvent pas prendre ce signal prix parce qu'ils n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que la question, elle est plutôt sur par quel sens on prend les choses. Il faut probablement retravailler toutes les mesures qui permettent la transition pour chacun, qui permettent les changements de mode de transport, qui permettent de renouveler les voitures, qui permettent des alternatives avant de revenir à la taxe. Je crois qu'il a plaidé pour plus de mesures sociales et clairement,
pense qu'on n'était pas au bon équilibre entre cette fiscalité et les mesures d'accompagnement. Donc c'est pas la trajectoire, je pense, qui est remise en cause, c'est l'équilibre et la justice avec lesquels on y arrive. Quand Royal parle d'écologie punitive sur le sujet, qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que finalement, elle dit voilà, c'est une politique qui frappe les moins favorisés, qui roulent avec des vieilles voitures, qui n'ont pas les moyens d'en changer. D'abord, Ségolène Royal, elle était là au début de cette taxe, elle a voté la trajectoire au début, donc c'est quand même difficile. Aussi. Oui, elle a reculé aussi sur d'autres mesures, mais je pense que la question posée sur l'écologie dite punitive, en fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire, on est dans un changement de modèle. On est dans un changement de modèle économique. Ce changement de modèle économique, il doit être écologique parce que sinon il n'y aura plus personne pour constater les dégâts dans finalement 50, 100, 200, 500 ans, mais dans une durée très courte. Et ce changement de modèle, il faut le co-construire, il faut l'accompagner. Si ce changement de modèle est imposé, on n'y arrivera pas. Mais il y a plein de systèmes qui fonctionnent localement. Je vais juste finir là-dessus. Moi, j'étais dans le Gard hier, où on a signé un contrat de transition écologique pour accompagner les suites de la fin d'une centrale à fioul à Aramon, avec de nouveaux investissements. Donc c'est probablement par les territoires qu'il faut reprendre le sujet. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition.